pour poursuivre l'examen du troisième rapport périodique de la Principauté de Monaco. Vous vous souviendrez qu'hier, nous avons abordé la première partie de la liste des questions. Les membres du comité ont déjà posé les questions correspondant à la deuxième partie de la liste des points. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'écouter les réponses de l'État partie. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin et selon la procédure habituelle. Et je vais, sans plus attendre, donner la parole à Madame la chef de délégation de Monaco, à Madame l'ambassadeur, pour qu'elle répartisse les tâches en quelque sorte pour ce qui est des réponses aux questions posées par nos collègues. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonjour à l'ensemble des membres du comité. Donc hier au soir, nous avons eu une liste initiale de questions concernant la deuxième partie des questions qui avaient été posées au préalable de cet examen. Et Monsieur Chani avait posé un certain nombre de questions portant essentiellement sur tout d'abord la traite des personnes, sur la législation qui est mise en place, sur l'anticipation, mais aussi comment l'assistance peut être portée à des personnes soumises à la traite d'êtres humains. Je vais, pour vous répondre, passer la parole tout d'abord à Madame Cessac pour le volet purement judiciaire et ensuite à Monsieur Pardo pour le volet législatif. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Donc, concernant l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains, en fait, l'infraction de traite des êtres humains existe à Monaco, puisqu'elle existe en fait par le biais des dispositions de l'ordonnance numéro 605 du 1er août 2006, qui porte application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et de son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adopté à New York en novembre 2000. Donc, donc cette infraction figure à l'article 8 de cette ordonnance. Donc l'article 8 dispose que constitue l'infraction de traite d'une personne humaine le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne par la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte, telle l'enlèvement, la fraude, tromperie, abus d'autorité ou abus d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre. Ce qui est important également, c'est l'article 9 de cette même ordonnance qui prévoit la peine qui s'applique à cette infraction. Donc l'infraction est caractérisée et définie et la peine est prévue. Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de traite d'une personne définie à l'article précédent est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple. Donc l'infraction existe. Ensuite, il existe également des infractions qui même si elles ne visent pas directement, explicitement la traite, peuvent également être utilisées pour réprimer l'exploitation sexuelle. Donc nous avons des dispositions concernant l'attentat aux mœurs, le proxénétisme, toutes ces infractions étant les crimes et délits envers l'enfant, les atteintes aux libertés de la personne. Donc je ne vous ferai pas l'article de tous les articles, la lecture de tous les articles du Code pénal concernés, mais donc nous avons un arsenal d'infractions qui est suffisant pour appréhender ce domaine. Il est vrai que nous n'avons pas eu de cas de condamnation
par les juridictions monégasques pour une infraction de traite des êtres humains. En revanche, nous avons eu un cas où nous avons extradé une personne qui avait été arrêtée à Monaco et notamment qui était poursuivie pour une infraction de traite. Et donc, elle a été placée sous écrou extraditionnel à Monaco. Et ensuite, elle a été extradée vers le pays qu'il a réclamé au titre de la traite. Et nous avons pu le faire parce que l'infraction existe bien en droit monégasque et bien punissable en droit monégasque. Voilà. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas pour l'instant une jurisprudence très développée sur ce point, mais les infractions existent et nous avons déjà été capables de coopérer dans ce domaine. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Pardo, s'il vous plaît. Merci Madame l'ambassadeur. Dans le sillage de ce qui a été dit, une question avait été posée à la délégation monégasque sur le corpus des aides et des mesures de protection ou d'assistance qui auraient pu être apportées aux victimes, donc au-delà, outre le champ purement pénal. En essayant d'être le plus succinct, mais aussi le plus précis possible, le droit monégasque comporte un certain nombre de nombreuses mesures destinées à protéger les victimes, dont je vais faire une énumération, les principales mesures. Tout d'abord, en ce qui concerne l'indemnisation et les recours dont peuvent bénéficier les victimes. Le droit monégasque fait en sorte que les victimes de la traite puissent être légitimement indemnisées pour le préjudice qu'elles ont subi. Dans la principauté, cette problématique est abordée par une loi qui est la loi numéro 1378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire, qui précise que l'assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice, et elle s'applique en toute matière. Donc déjà, il y a un principe d'assistance judiciaire pour toutes les victimes de traite, et Dieu sait que dans la pratique, c'est quelque chose qui est important. Deuxième élément, deuxième donnée, qui a trait à la protection, aux mesures de protection des victimes. Le droit monégasque pourvoit aujourd'hui à une protection efficiente des victimes, donc à l'effet de les soustraire à tout contact direct avec les auteurs d'infractions, par l'application de dispositions du Code civil, donc en l'occurrence il s'agit des articles 37-1 de Code de procédure pénale et 24.1 du Code civil, articles qui fondent le régime juridique de ce que nous appelons les ordonnances de protection, en application desquelles les magistrats monégasques, peuvent prendre en faveur des victimes d'infractions graves, et donc relevant pour la plupart de toutes les incriminations ayant trait à la traite des êtres humains. Donc les magistrats peuvent prendre des solutions d'hébergement d'urgence ou des mesures d'éloignement par rapport à l'auteur des dites infractions. Troisième mesure, ayant toujours trait à l'assistance aux victimes, Monaco, la principauté, a pris de longue date des mesures pour assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social, en tenant compte de la vulnérabilité des victimes, de leurs besoins en matière de sécurité et de protection, et de coopération avec toutes les organisations qui seraient engagées dans l'assistance aux victimes. Au titre des services de soutien disponibles, les victimes disposent de plusieurs interlocuteurs à leur écoute. Alors cela a déjà été évoqué en détail hier, je ferai simplement quelques rappels très brefs. Donc les interlocuteurs à la disposition des victimes sont la division action sociale de la direction de l'action sanitaire et sociale, et en son sein la présence de 2 assistantes sociales et d'un psychologue, également un médiateur familial. Au sein de la direction de la sûreté publique, peut-être notamment citer la section des mineurs et de protection sociale, qui est rattachée à la division de police administrative. Donc un certain nombre d'interlocuteurs, les victimes ne sont pas seules face à la justice et face à leur vulnérabilité. Dernier point, qui a son importance en matière
de protection des victimes de traite des êtres humains, c'est la question de l'hébergement. Il existe en principauté des foyers d'accueil sur le court et sur le long terme pour les victimes de toute forme de violence. Donc, en ce inclut les victimes de traite. Le département des affaires sociales et de la santé dispose à cet effet d'appartements d'urgence qui peuvent être mis à la disposition des victimes. Et notamment 3 appartements ont été rendus disponibles dans ce cadre au sein du foyer de l'enfance Princesse Charlène, sur lequel certains développements sont consacrés dans le projet de rapport, notamment à l'attention des femmes qui seraient concernées. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Chany, vous êtes revenu également sur la notion de bannissement qui existe toujours dans notre droit, même s'il n'est plus appliqué depuis extrêmement longtemps, et vous nous avez demandé, à juste titre, où nous en étions, puisque cela fait plusieurs années que nous évoquons cette question. Je vais à nouveau passer la parole à Monsieur Pardo, qui va vous expliquer pourquoi cela existe toujours dans notre corpus législatif. Merci. Merci Madame l'ambassadeur. Concernant le bannissement, nous ne pouvons que comprendre pleinement les observations qui ont été formulées et qui font preuve d'une certaine circonspection. Il est vrai quand on nous dit que depuis 2008, le gouvernement princier réfléchit à l'abrogation du délit de bannissement et régulièrement on réitère notre volonté de réfléchir. Alors, que les choses soient particulièrement claires, quant au fond même, quant à la substance même de l'abrogation du bannissement, il n'y a aucun obstacle à l'abrogation de cette disposition-là. Donc ça, la volonté est claire. Et la preuve, c'est que nous n'avons aucun cas de bannissement à signaler. Donc c'est une mesure qui aujourd'hui est obsolète et qui n'est pas appliquée. La seule difficulté, qui n'est pas une difficulté juridique, c'est plus une difficulté d'ordre légistique et liée au calendrier gouvernemental et parlementaire, c'est que compte tenu des priorités du gouvernement, compte tenu des priorités de notre Parlement national, il est assez difficile pour nous de déposer un projet de loi spécifiquement consacré à l'abrogation d'un article ayant trait au bannissement. Donc la réflexion qui est celle du gouvernement aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver le véhicule législatif le plus approprié, en annexe duquel on parviendrait à annexer des dispositions de toilettage, permettez-moi cette expression un petit peu simpliste, mais de toilettage qui permettrait d'abroger les dispositions obsolètes. Voilà. Pour l'instant, on a quelques difficultés, mais d'ordre calendaire, pas d'ordre juridique, pour déposer un texte qui serait le plus adéquat. C'est naturellement, là je peux que réitérer ce qui a déjà été dit, c'est à l'ordre du jour, le projet de loi est rédigé, il est dans sa version la plus simplifiée possible. On essaie de voir un petit peu le véhicule le plus adapté. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Pardo, pour ces éclaircissements. Et votre question suivante, Monsieur Chany, portait sur les syndicats, l'organisation des syndicats et en particulier sur la nationalité des dirigeants des syndicats. Je vais pour cela donner la parole d'abord à Madame Cotta et ensuite à Monsieur Pardo qui sera la vedette à nouveau ce matin de notre examen. Je vous remercie. Pour ce qui est de l'évolution du texte sur les syndicats, cette réforme est en cours et n'a pas fait pour l'heure l'objet d'arbitrage de la part du gouvernement, dans la mesure où elle entend s'inscrire dans une réforme plus générale du statut des différentes entités syndicales. Pour autant, il est exact que les premières orientations du futur texte tendent à supprimer la condition d'une majorité de membres monégasques ou français dans la composition du bureau, tant pour les syndicats de salariés que pour les syndicats patronaux. Elle le serait également pour les fédérations syndicales, qu'elles soient patronales ou salariées, pour lesquelles cette exigence serait toutefois ramenée à la présence d'un membre du bureau de nationalité monégasque. Encore une fois, le gouvernement n'en est qu'au stade de la réflexion.
Je vous remercie. Monsieur Pardo. Merci Madame l'ambassadeur. Le lien a été fait hier, me semble-t-il, entre le contrôle à l'installation d'associations et l'appréhension de l'objet sectaire des associations. La question a été posée, avec notamment, me semble-t-il, une forme de crainte quant à la définition de ce qu'était l'objet sectaire et ses interactions théoriquement possibles avec les notions de religion. Alors je vais vous apporter quelques précisions, je vais tenter de le faire. Il n'y a pas en droit monégasque de définition juridique de la secte, pas plus qu'il n'y a de définition de la religion. Parce que, respectueux de toutes les croyances, le législateur monégasque s'est toujours refusé à définir les notions de secte pour ne pas heurter la liberté de conscience, d'opinion et de religion qui est garantie constitutionnellement. Il y a l'article 23 de la Constitution qui précise la liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf répression de délits commis à l'usage de ces libertés. Il s'en infère que, pour autant, tout n'est pas permis au nom de la liberté de conscience ou de la liberté de religion, et que donc la loi doit fixer des bornes qui vont sanctionner ces abus de liberté sous le contrôle du juge. Et c'est dans ce cadre-là, exclusivement, qu'est appréhendé le contrôle de l'objet sectaire des associations. L'objet sectaire donc n'est pas défini juridiquement, mais c'est un concept opératoire, c'est-à-dire qu'il va permettre par un faisceau d'indices tiré de constats, de pratiques de ce qu'est l'objet sectaire, un faisceau d'indices qui va permettre le contrôle des autorités publiques. Alors ces indices ne sont pas couchés dans la loi, mais ce sont ceux qui résultent généralement de diverses commissions parlementaires, quel que soit le pays d'ailleurs qui s'y livrent. Alors, pour peu que soient caractérisées les déstabilisations mentales, le caractère exorbitant de certaines exigences financières, des ruptures avec un environnement familial d'origine, des troubles à l'ordre public, l'importance de démêlés judiciaires des membres qui en sont partis, l'éventuellement détournement de circuits économiques traditionnels, la tentative d'infiltration de pouvoir public. Donc c'est un faisceau d'indices dont aucun pris seul n'est déterminant pour caractériser l'objet sectaire, mais qui, en fonction de l'appréciation in concreto des pouvoirs publics, va pouvoir permettre, au cas par cas, d'opérer un contrôle préventif en fonction de l'objet sectaire. Tel est l'objet du texte, tel est son esprit. Autant vous dire tout de suite, statistique à l'appui, mais la direction des services judiciaires, à qui peut-être céderai-je la parole d'ici quelques instants, apportera des statistiques supplémentaires, mais nous n'avons pas, me semble-t-il, de refus d'autorisation qui ont été faits jusqu'à présent au motif d'objets sectaires. Voilà, madame la sénatrice. Je vous remercie. Donc, nous sommes passés sans transition des syndicats aux sectes. Il n'y a aucun amalgame à faire. Je vais donner la parole à Mme Cessac pour compléter la réponse de M. Pardo. Oui, au sujet donc d'un refus d'autorisation d'une association qui aurait un objet considéré comme sectaire. D'abord, il faut dire que ce rejet d'autorisation pourrait faire l'objet d'un recours au tribunal suprême, puisque je vous en ai déjà parlé hier. Donc, les justiciables à Monaco, s'ils estiment qu'un de leurs droits fondamentaux sont violés, peuvent tout à fait recourir au tribunal suprême, s'ils estiment qu'une décision a violé un droit fondamental ou si elle a été prise de manière infondée, illégale ou anticonstitutionnelle. Et à ma souvenance, je n'ai jamais vu de recours sur ce point. Donc, on peut penser qu'il n'y a pas à Monaco d'association qui serait dans le cas d'avoir été interdite et d'être en mesure de faire ce type de recours. Voilà. Je vous remercie.
Monsieur Chani, vous étiez revenu aussi sur la diffamation, en nous demandant donc si nous pensions que c'était cohérent, hein, de maintenir cet article de loi par rapport aux engagements du pacte, mais aussi en revenant sur un exemple extrêmement précis. Et je vais commencer par là en donnant la parole à Madame Cessac, puisque elle était présente à ce moment-là. Oui, en fait, donc, cela concerne une condamnation qui est intervenue en 2014, je crois. Effectivement, la sanction avait été particulièrement sévère, et cela est dû au fait des circonstances de l'affaire. Donc ça s'est passé en fait au palais de justice, ça s'est passé au greffe des accidents du travail, et ça s'est passé d'une manière ça s'est pas du tout passé dans un contexte d'expression d'opinion politique ou de débat politique ou de discussion. Ça a été vraiment sur le mode d'une agression verbale assez violente, hein, qui a été faite auprès qui a débuté donc au greffe des accidents du travail auprès des employés du greffe, qui ensuite a demandé l'intervention de nos appariteurs, puis ensuite de la sûreté publique, hein, qui a été appelée, parce que la personne en question se montrait verbalement très, très agressive, verbalement très violente, menaçante. Donc il y a eu tout un contexte, hein. On n'est pas dans le contexte de l'expression d'une opinion dans un journal ou lors d'une réunion politique. On est dans le contexte d'une attitude agressive, et qui a culminé donc avec ensuite des outrages envers les représentants de notre personnel, les représentants de la force publique qui étaient là, et ensuite bien sûr le prince. Donc le tribunal, je pense, s'est montré particulièrement sévère eu égard au contexte, parce qu'en plus ce type de fait est très rare, hein, puisque nous accueillons beaucoup de public au palais de justice de Monaco, notamment aux accidents du travail, où on accueille vraiment, donc on vous a dit hier, il y a 125 nationalités à Monaco, il y a des gens de toute origine, de tout milieu, et ça se passe généralement très 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 bien. Et là, c'était vraiment un cas exceptionnel, et le personnel a vraiment été effrayé, choqué, et je pense que c'est aussi tout ça qui a fait ce contexte, et qui a fait que la personne a été sévèrement punie. Donc ça, c'était le contexte de cette affaire. Et sur les offenses en général, c'est vrai que les condamnations qui sont prises en matière d'offenses, pour nous, il y a une différence claire entre la liberté d'opinion qui est garantie par l'article 23 de la Constitution, et qui fait que chacun peut exprimer librement ses opinions, et puis l'offense, l'injure ou l'outrage qui a lieu dans un contexte non pas d'expression d'une opinion, mais d'agression ou qui est très souvent une agression gratuite. Dans les condamnations qu'on a pour offense, ce ne sont pas des condamnations qui interviennent à la suite d'une réunion politique ou d'un article dans un journal, mais en général, ce sont des condamnations qui sanctionnent des comportements injurieux, assez menaçants et violents, et qui interviennent dans des contextes où on n'est pas du tout dans un débat d'idées. Voilà. Donc là, on a eu cette affaire donc, où il y avait vraiment une agression en personne, et on a eu d'autres affaires où c'était par le biais d'Internet, et où c'était également assez violent, et où ça n'avait rien d'un très injurieux, et ça n'avait rien d'un débat d'idées. Donc pour nous, les deux choses sont bien séparées, en tout cas dans l'esprit des magistrats, et je pense que ça se traduit dans les décisions également. Je vous remercie. Commissaire, auriez-vous des choses à ajouter sur ce cas précis ? Monsieur Pardo, de façon générale, sur l'aspect législatif ? Non.
vous remercie. J'espère, Monsieur Chani, que nous avons répondu à vos questions. Les deux dernières questions qui nous ont été posées, ou deux groupes de questions, avaient été posées par Monsieur Iwasawa hier soir. Une qui concernait le mécanisme par rapport à l'établissement d'un éventuel mécanisme pour les dépôts des plaintes par rapport aux médias. Et pour cela, pour vous répondre, je vais passer la parole tout d'abord à Mme Ambrosini et ensuite à Mme Cessac. Merci Madame l'ambassadeur. S'agissant donc d'un mécanisme indépendant de plainte chargé de connaître des plaintes contre les médias, il faut avoir à l'esprit d'abord le très faible nombre de médias en principauté de Monaco, ce qui explique que ce type de mécanisme n'existe pas. Cependant, les plaintes contre les médias sont traitées par les juridictions de droit commun. Et Madame Cessac pourra vous donner plus d'informations concernant la commission électorale qui existe dans des cas spécifiques. Merci beaucoup. Par faible nombre de médias à Monaco, cela veut dire non pas que nous ne recevons pas les médias, mais qu'il y a peu de médias installés et publiant en principauté. Dans la plupart des cas, ce sont des médias étrangers qui sont vendus en principauté. Donc là, les compétences sont un peu différentes. Je passe la parole à Mme Cessac. Oui, donc je voulais préciser que donc, le seul mécanisme ad hoc concernant les médias est celui du comité de coordination chargé de veiller au déroulement de la campagne électorale télévisuelle mis en place à l'occasion des élections nationales, conformément à la loi numéro 1389 du 2 juillet 2012 relative au financement des campagnes électorales. Et ce comité comprend donc un magistrat qui le préside, qui est désigné par le directeur des services judiciaires. Donc lors des dernières élections, c'était Madame le Président du tribunal de première instance. Il comprend également le président de la commission de contrôle des informations nominatives et ainsi que le chef de l'inspection générale de l'administration. Voilà. Je vous remercie. Donc, vous comprenez pourquoi à ce stade nous n'avons pas de mécanisme indépendant, puisque nous sommes couverts par différentes dispositions autres. Vous avez évoqué également, Monsieur Iwasawa, tout ce qui est événements sportifs, et en particulier vous avez fait référence à l'écrit, et en nous demandant pourquoi nous n'avons aucune disposition à ce stade. Je vais d'abord passer la parole au commissaire Le Juste et ensuite à Monsieur Pardo pour revenir sur ces différents points. Je vous remercie, Madame l'ambassadeur. Tout d'abord, sur un plan factuel, en ce qui me concerne, je crois qu'il convient d'indiquer que les services de police, en partenariat avec les organisateurs des très nombreuses manifestations sportives qui peuvent se dérouler en principauté, restent toujours particulièrement attentifs à prévenir et, le cas échéant, à faire cesser les comportements qui troubleraient leur bon déroulement. En tout état de cause, et on peut s'en féliciter, nous ne déplorons pas à ce jour de violence de groupe dans une enceinte sportive. Pour autant, nous disposons d'un arsenal législatif et réglementaire qui permet d'appréhender à ce jour un bon nombre de situations que l'on peut rencontrer à l'occasion de ces manifestations sportives. Notamment les ivresses publiques et manifestes, les jets de projectiles ou les tirs de feux d'artifice de divertissement, également les ports d'armes, les violences ou même les injures. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Pardo. Merci Madame l'ambassadeur. Juste un contrepoint de ce qui vient d'être dit et sans revenir sur ce qui figure déjà dans le rapport, mais effectivement, pour ce qui relève du texte en cours de réflexion et d'élaboration, le projet de loi dit sur le sport, le gouvernement en principe poursuit sa réflexion et ses travaux et ses échanges en la matière, mais sur le volet strictement pénal de la chose, c'est-à-dire les violences ou tous les actes répréhensibles qui pourraient être commis
dans les enceintes que sont les stades, tout vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a déjà aujourd'hui un corpus juridique, un arsenal juridique de droit commun qui permet d'appréhender tous ces comportements. Alors sur l'aspect plus particulier des menaces et des propos à caractère injurieux, diffamatoire, fondés sur l'appartenance à une ethnie, un groupe racial, l'orientation sexuelle, etc., la loi de 2005 sur la liberté d'expression permet de faire tomber dans la sphère de la répression pénale tous les comportements, quels que soient les supports. Et cela inclut donc des banderoles, des chants, peu importe, tout ce que l'on peut constater et regretter dans les stades. De nouvelles évolutions législatives sont envisagées en matière de menaces. Peut-être en dirai-je quelques mots, mais ultérieurement, parce que je sais qu'une question nous a été posée sur les projets de loi sur les délits dits informatiques, et donc il y a encore quelques améliorations. Et aujourd'hui, notre droit pénal commun suffit à appréhender, lorsqu'elle se présente, ces manifestations. Par ailleurs, et de façon là beaucoup plus générale et pas simplement liée à une enceinte de type stade, il ne faut pas oublier qu'à Monaco, par exemple, la principauté elle-même devient un stade gigantesque une fois par an, à l'occasion du Grand Prix. Et là, toutes les mesures sont prises pour éviter justement tout débordement, parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui arrivent et partent en même temps de Monaco. Donc tout est fait pour que cela se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a aussi bien entendu le risque, puisque c'est le Grand Prix de Formule 1, et si certains d'entre vous suivent, tout est mis en œuvre pour éviter qu'un accident ne devienne absolument dramatique, parce que une voiture pourrait partir dans les tribunes, etc. Donc nous sommes très attachés, et la sûreté publique fait un travail assez phénoménal, ainsi que d'autres corps de la principauté, pour que tous les événements sportifs, en commençant par celui-là qui est véritablement un événement de masse, se passent dans les meilleures conditions à la fois de sécurité mais aussi de respect du public possible, pour que justement le public puisse en profiter dans les meilleures conditions qui soient. Monsieur le Président, je pense que là nous avons fait la série de questions qui avaient été posées, donc nous sommes à votre disposition. Merci, Madame l'ambassadeur. Vamos a ver si tenemos preguntas de... Nous allons voir si nous avons des questions de suivi. J'aimerais demander à mes collègues du comité, veuillez vous montrer clairement quand vous voulez intervenir, parce qu'avec la disposition de cette salle, il est difficile de savoir qui veut intervenir. Donc si je ne vous donne pas la parole, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous donner la parole, c'est simplement parce que je ne vois pas. Mais c'est avec grand plaisir que je vous donnerai la parole chaque fois que vous le demanderez et que j'arriverai à le voir. J'ai déjà 4 intervenants sur ma liste. C'est Mr. Iwasawa. Monsieur Iwasawa. Merci beaucoup, et merci beaucoup à la très chère délégation d'avoir répondu à ma question. Pour ce qui en est du point 17, je n'ai pas bien compris pourquoi la loi 818 portait sur les plaintes contre le système d'information a été retirée. J'ai l'impression que d'autres dispositions existantes couvrent ce secteur et semble être suffisante. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette loi a été retirée? J'aimerais avoir quelques précisions. Donc pourquoi cette loi 818 a été retirée? Voilà. Autre question sur un des points de la première volée de questions, la question 8, portant sur la transmission de la nationalité aux époux ou épouses. Par le passé, les femmes de nationalité monégasque ne pouvaient pas transmettre la nationalité à leur mari, leur époux. À l'heure actuelle, elles le peuvent. Cependant, d'après l'article 9 de la loi 1000
37, une femme monégasque qui épouse un étranger peut conserver sa nationalité monégasque, sauf si elle déclare expressément vouloir adopter la nationalité de son époux, et ce, en accord avec la nationalité de son mari, bien sûr. Mais l'article 9 ne dit rien sur les hommes. Et je me demande, est-ce qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes là-dessus? J'aimerais qu'on m'apporte quelques précisions là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Monsieur Chani. Merci, Monsieur le Président, et merci à la délégation de leurs réponses qui ont été droites au but et ont répondu à la plupart de mes préoccupations. Je remercie tout particulièrement la référence à l'ordonnance 605 de 2006 qui met en œuvre le protocole. Et merci aussi des explications complémentaires quant au cadre complémentaire. Le point sur lequel je ne suis pas très sûre d'avoir bien compris, c'est le statut d'immigration des victimes. Statut migratoire des victimes de trafic. J'ai pu regarder un peu rapidement l'ordonnance de 2006 et je n'ai pas vu de référence faite au statut migratoire des victimes. Et je n'ai pas entendu, sauf si je ne l'ai pas compris dans votre réponse qui a parlé de la protection générale des victimes, mais je n'ai pas entendu d'allusion spécifique aux problèmes que pose la gestion des victimes étrangères, qui sont des personnes tout particulièrement vulnérables quant à leur statut migratoire. Nous savons, d'après l'expérience d'autres pays, que c'est quelque chose qu'il faut aborder et prendre en compte. Pour le point 18, merci de la réponse donnée. J'ai cependant besoin d'un peu plus de précision. Tout d'abord, sur le lien entre l'article 23 de la Constitution et les articles 58 et 60 du Code pénal. Alors, comment est-ce que se passe ce lien, l'interaction? Est-ce qu'on a parfois remis en question la section 58 ou 60? Est-ce qu'il y a des clauses de sauvegarde? Ou est-ce qu'on pense que ceci n'est pas jugé comme étant de la liberté d'expression au titre de la Constitution? Enfin, j'aimerais savoir exactement ce qui se passe. Vous avez fait la différence entre l'expression politique et ce que vous appelez une forme plus agressive d'expression, tel que dans le cas auquel vous avez fait allusion. Mais dans le texte du 58, je ne comprends pas cette distinction. Enfin, et la préoccupation, c'est que même si la politique d'attaque pénale contre les journaux fait que l'on ne donne pas forcément voix à ces 58 et 60, est-ce que cet effet ne gèle pas un peu les interventions contre les journaux? Comment ça se passe exactement par rapport à l'article 23? Donc ensuite, pour l'instant, l'incident de septembre en 2014, dans les annexes de la Cour et dans le rapport qu'on a eu, j'ai deux préoccupations. D'une part, s'il s'agissait d'une agression et de fonctionnaires ou d'officiels menacés, pourquoi est-ce que l'on a parlé ici d'insulte à la monarchie? Est-ce qu'il n'y a pas de disposition dans votre code pénal qui vous permettent de protéger les fonctionnaires publics des abus du public? Pourquoi faut-il avoir recours à un abus à la monarchie? C'est une façon très étrange de parler de quelque chose qui semble être à un niveau très différent et qui semble avoir voulu viser des personnes complètement différentes. Et enfin, sur ce point-là, pourquoi et comment pouvez-vous m'expliquer le fossé qui existe entre la requête du procureur, 8 jours d'emprisonnement et une amende, et le verdict imposé, le verdict final? Il y a un vrai fossé et c'est intéressant. Comment expliquez-vous cela? Quelles sont vos idées là-dessus? Je ne comprends pas exactement ce qui s'est passé. Et enfin, je voulais soulever un point complémentaire qui n'a pas encore été abordé, mais un point qui a malgré tout été abordé pendant le PU de Monaco, c'est l'usage
des télévisions en circuit fermé. Je crois qu'à Monaco, il y a des 100% de la communauté de Monaco est couverte par des télés en circuit fermé, et on nous dit que chaque fois qu'un crime est des enregistrements fermés, des caméras de surveillance fermées en circuit fermé, et on nous dit que chaque fois qu'il y a un crime qui n'est pas enregistré sur des caméras, c'est vraiment un échec de la police. Mais ce que j'ai à demander là-dessus, c'est: y a-t-il des sauvegardes en place dans la principauté pour s'assurer que la vie privée est bien protégée, qu'il n'y a pas d'enfreinte à la vie privée? Il y a apparemment une surutilisation de ces télévisions, de ces canaux de surveillance, ces vidéosurveillance en circuit fermé. Donc comment protégez-vous? Monsieur de Fruil, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je voulais remercier la délégation de Monaco par l'intermédiaire de Madame l'ambassadeur pour les renseignements qui nous ont été fournis jusque-là. Je crois que c'est un tableau très complet. Moi, j'avais quelques interrogations. Je joins celles qui ont été exprimées par mon collègue Monsieur Chani à propos des questions qui sont soulevées dans le contexte de la question 18. Puis effectivement, cette incrimination me paraît peut-être un peu aujourd'hui décalée et potentiellement, éventuellement dans d'autres contextes dangereux au regard de la liberté d'expression. J'avais aussi une question à propos de l'explication qui a été fournie au sujet du crime de bannissement. Et en fait, j'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien saisi Monsieur Pardo est très clair, mais en l'occurrence, là, j'ai pas très bien compris l'explication. Alors probablement parce que c'est des aspects de la procédure parlementaire qui m'échappent, mais je ne vois pas en quoi le fait de proposer de supprimer ce crime poserait un problème en tant que tel. Au contraire, symboliquement, il me semble que ça serait tout à fait positif de montrer que la législation s'est adaptée aux nouvelles conditions. Et puis, je voulais simplement revenir sur les questions qui ont été posées hier par mon collègue Politi sur la Cour pénale internationale, même si nous ne sommes pas l'Assemblée des États parties, ou nous ne sommes pas les gardiens du statut de Rome, mais évidemment, en vue de l'application d'un certain nombre de dispositions du pacte, le fait que des États deviennent partie à la Cour pénale internationale est extrêmement important. Et je dois dire que là aussi, l'obstacle qui a été évoqué ne me paraît pas insurmontable, parce que, au fond, il suffit effectivement d'une révision constitutionnelle à laquelle il a été procédé dans d'autres pays. Et il n'est pas question que le chef de l'État soit mis en cause, ne serait-ce que parce qu'au regard du statut de la Cour pénale internationale, il y a un principe de complémentarité. Donc ça me paraît être au fond un obstacle peut-être un peu artificiel. S'agissant des réserves, je me demandais s'il n'y avait pas quand même un examen à mener peut-être un peu plus en détail, parce qu'il y a des réserves qui sont liées évidemment aux spécificités constitutionnelles qu'on comprend très bien, et puis d'autres qui sont peut-être disons davantage liées à des points de procédure qui nécessiteraient ou qui pourraient peut-être être reconsidérés. Et puis enfin, je voulais, mais ça c'est une question que je pose un peu subsidiaire au regard de la déclaration qui a été faite hier par Madame l'ambassadeur. J'ai trouvé très, très intéressante, et je ne demande pas nécessairement de réponse immédiatement, mais j'aurais été intéressé de savoir si dans le contexte de la politique de coopération, d'aide au développement qui est mise en œuvre par Monaco, comme cela a été évoqué dans la déclaration liminaire, une approche du développement fondée sur les droits de l'homme est appliquée, notamment en vue de faire en sorte que dans la conception des programmes de développement et dans leur mise en œuvre, les droits qui sont prévus par le pacte soient respectés et pris en compte. Voilà, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Fort bien, merci beaucoup. Et je donne à présent la parole à Monsieur Momoussa. You have the floor, please. Merci beaucoup et bonjour
à tous et à la délégation. Hier, lorsque j'ai posé une question sur les réformes, eh bien, je ne pense pas avoir reçu la question appropriée, car tout ce qu'on nous a dit, c'est qu'on nous a expliqué le processus par lequel les réformes sont mises en œuvre et les raisons pour lesquelles on lance ces réformes. Et ma question spécifique est la personne particulière par rapport à qui ce processus a été ouvert. J'ai besoin de nom, le pays vers lequel on l'a renvoyé et ce qu'il est advenu de cette personne. Et quelles ont été les actions qui ont été menées? Est-ce qu'il peut maintenant vivre à Monaco? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était ma question. Et il faudrait une réponse spécifique là-dessus. Thank you. I pass the floor to Mr. Bardelashvili. Je donne la parole à Monsieur Bardelashvili. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je me fais écho à mes collègues et je remercie mes collègues de ces réponses détaillées aux questions qui ont été posées pendant le dialogue. Et je dois dire que j'ai vraiment l'impression qu'on a un vrai dialogue. Aujourd'hui, on en a eu un hier aussi. Ceci est possible grâce à l'attitude ouverte de la délégation. J'ai une question rapide pour rebondir sur un point soulevé par M. Chani sur cet incident au tribunal, dans un des bâtiments du tribunal en tout cas. Alors, est-ce que la législation envisage une peine différente ou similaire pour les personnes qui s'attaquent à la monarchie et pour les personnes qui s'attaquent à une autre personne dans les mêmes circonstances, pardon. Est-ce que la loi s'appliquerait de la même façon si le même type d'attaque était porté à une autre personne que la monarchie? Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Bouzid. Merci, Monsieur le Président. Je suis donc le dernier intervenant, je crois. Bien. Étant donné que je prends la parole pour la première fois, je tiens à moi aussi souhaiter la bienvenue à la délégation de Monaco aujourd'hui. J'ai une question très rapide, très brève, sur les réfugiés. J'aimerais savoir si Monaco reçoit des demandes de statut de réfugié. Et comment est-ce que vous traitez ces requêtes si elles sont reçues? Merci. Alors, deux autres intervenants. Monsieur Bouzid, vous n'êtes pas le dernier. Madame Cleveland, vous avez la parole, madame. Merci. Et j'aimerais, moi aussi, répéter ce qu'ont dit mes collègues. C'est un dialogue très riche et très fructueux. Merci. J'ai juste un petit suivi sur ma question d'hier sur la réforme de la loi portant sur le Conseil national. J'avais demandé aussi s'il y avait d'autres réformes au système gouvernemental qui sont envisagées ou lancées. Et la délégation n'a pas répondu à cette partie de la question. Je voulais donc je me demandais juste si le fait de ne pas avoir eu de réponse, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres réformes dans le système ou dans le gouvernement, ou si juste je surinterprète ici et que vous n'avez juste pas répondu à la question parce que vous n'avez pas entendu. Merci. Monsieur Sittelsing. Merci, Monsieur le Président. De vous souhaiter la bienvenue à votre délégation. Hier, une question vous a été posée sur le Haut-Commissaire pour la protection des droits de l'homme. Et si j'ai bien compris, je crois que c'est M. Bardeux qui avait répondu et qui avait dit qu'il n'était pas trop sûr si le bureau du Haut-Commissaire voulait faire une demande auprès du CIC, c'est-à-dire le Comité des coordinations pour les institutions nationales, pour devenir une institution nationale agréée au sein des Nations Unies. Pouvez-vous nous apporter plus d'éclaircissements là-dessus pour nous dire si vous souhaitez si c'est la politique du gouvernement, que le bureau du haut-commissaire
soit plus sur le modèle d'un ombudsman, c'est-à-dire qui ne va pas faire partie du CIC, ou est-ce que éventuellement le gouvernement souhaite que ce bureau devienne une institution nationale? Je vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole à la distinguée délégation pour fournir quelques réponses aux questions posées par les membres du comité. Madame, vous avez la parole. Il semblerait que nous n'ayons pas été assez clairs dans nos réponses hier. Donc je vais redonner la parole à Monsieur Pardo concernant les événements sportifs et le retrait d'un projet de loi. Monsieur Pardo, vous avez la parole. Merci Madame l'ambassadeur. Alors, je vais essayer de faire une petite historique, donc très brève, mais sur les raisons du retrait du projet de loi. C'était pas une loi, du projet de loi numéro 818, pardonnez-moi, qui portait sur les délits au système d'information. Alors, je vais essayer d'être assez bref, mais un peu didactique. Initialement, ce projet de loi avait comme seule ambition, ce n'était pas des moindres, d'appréhender pénalement les systèmes d'information, les nouvelles technologies, comme objet d'infraction ou comme moyen de commission d'une infraction. C'est-à-dire qu'il y avait deux volets dans ce projet de loi. C'était d'une part appréhender sévèrement toutes les infractions qui étaient commises par l'utilisation de systèmes de nouvelles technologies. C'était principalement des menaces, des comportements graves commis via Internet, souvent à l'endroit des mineurs. Donc les nouvelles technologies comme outils d'infraction. Et un autre volet qui était quantitativement minoritaire dans le projet de loi, qui était le système d'information comme cible d'une infraction. Était visé dans ce texte l'intrusion informatique, la piraterie informatique. Là, c'était l'esprit initial de ce texte. Il se trouve que quelques mois après, le gouvernement, dans le sillage de la ratification des conventions dites de Lanzarote, du Conseil de l'Europe, sur la poursuite de l'abus sexuel contre les mineurs, et dans le cadre des réflexions sur les conventions sur la cybercriminalité, a élaboré un autre texte spécifiquement centré sur la protection pénale des mineurs. Ce texte comportant, dans une grande partie, tout un panel d'incriminations appréhendant les nouvelles technologies comme moyen de commission et d'aggravation d'infractions commises contre les mineurs. Donc il est arrivé un moment où on avait exactement les mêmes dispositions dans le premier projet de loi, le 818, et dans ce qui allait devenir la future loi consacrée à la criminalité contre les enfants. La loi, j'espère que je suis clair sur son calendrier, la loi sur la répression de la criminalité dirigée contre les enfants a été votée en premier, parce que c'était une priorité pour le gouvernement. De ce fait, le projet de loi numéro 818 comportait des dispositions qui, dans leur écrasante majorité, devenaient sans objet, car figurant désormais déjà dans le droit positif monégasque. C'est la raison pour laquelle ce projet de loi a été retiré. Avec une petite nuance, c'est que quelques incriminations qui figuraient dans le projet de loi numéro 818 et qui étaient ciblées sur le système informatique comme objet d'intrusion, objet de piratage, n'avaient pas été repris dans la loi ciblée contre les enfants. C'est la raison pour laquelle, au mois de février 2015, le 27 février 2015, un nouveau projet de loi consacré à la criminalité technologique, ça s'en intitulait, a été déposé par le gouvernement princier, reprenant notamment les dispositions qui figuraient dans l'ancien texte retiré et visant désormais à la protection des systèmes informatiques
contre toute intrusion, piratage. Alors il y a d'autres dispositions dans le détail desquelles je ne rentrerai pas, sauf s'il y a de nouvelles questions dessus, mais voilà quelles sont les raisons du retrait de l'ancien texte et quel est l'objet du nouveau texte, quel est le contenu du nouveau texte qui a été repris. Simplement pour vous donner une illustration qui ne découle peut-être pas directement de la question qui a été posée, mais qui reprend un petit peu les thématiques des menaces et des infractions commises par le biais de systèmes d'information au titre des nouvelles dispositions projetées dans le texte qui a été déposé donc il y a moins d'1 mois. Figure désormais expressément l'utilisation des systèmes d'information, de nouvelles technologies, comme moyen d'aggravation et comme moyen de commission de certaines infractions. Jusqu'à présent, les menaces d'assassinat, d'empoisonnement, menaces de voies de fait, quelles qu'elles soient, étaient punies sévèrement. Désormais, dans la loi, figure comme circonstance aggravante ou comme moyen de commission d'infraction l'utilisation d'un réseau de télécommunications, qui permet encore d'élargir le champ de la répression. Voilà, j'espère vous avoir apporté le plus grand nombre de précisions sans avoir été trop confus sur les calendriers législatifs. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Monsieur Iwasawa, vous vouliez savoir si, concernant la transmission de la nationalité, les procédures étaient équivalentes lorsque c'était une monégasque épousant un étranger ou le contraire. Je vais demander à Madame Cessac de vous répondre. Oui, en fait, la loi qui a institué la possibilité d'acquérir la nationalité par déclaration fait que concrètement, le problème ne se pose pas, puisque maintenant l'homme et la femme sont traités de manière égale, et au moment du mariage, effectivement, la question n'est pas posée de l'acquisition de la nationalité. C'est une déclaration d'option qui intervient ultérieurement, au bout de X années de mariage. Et ceci concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc l'inverse est vrai, en fait, mais en accord avec les dispositions de notre propre loi, comme cela peut être fait dans le cadre d'un mariage avec un étranger, que ce soit un homme ou une femme, selon les dispositions pertinentes de la loi de cet autre pays. Monsieur Chani, vous êtes revenu sur les victimes de traite et leur statut migratoire et comment cela serait, j'imagine, appréhendé en principauté. Très franchement, pour le moment, nous n'avons jamais eu ce cas qui s'est présenté. Mais si cela se présentait, nous avons dans notre arsenal juridique de quoi prendre en charge ces personnes et leur assurer le plus rapidement possible d'obtenir un statut qui leur permette soit de retourner dans leur pays d'origine, soit de trouver des solutions d'installation en coopération éventuellement avec le HCR pour ces personnes. Vous êtes revenu également sur le lien donc, entre l'article 23 de la Constitution, si j'ai bien compris, et notre code pénal. Donc je vais redonner la parole à Madame Cessac pour vous répondre. L'article 23, c'est ça? Oui, en fait, pour opérer la distinction entre les cas qui relèvent de l'article 23 de la Constitution et les cas qui relèvent des articles relatifs à l'offense, en fait, c'est tout le travail d'appréciation du juge qui se fait ici, et il le fait d'après le contexte des faits,
d'après les antécédents. Parfois, il s'agit de personnes qui récidivent. Donc, c'est vrai que c'est assez ouvert, mais nous, ça ne nous choque pas. Et on pense que c'est là toute l'appréciation du juge, sachant que la personne, si elle pense avoir été victime d'une violation de son droit de la liberté d'expression, elle a tout loisir de faire appel. Là, dans le cas d'espèce que nous avons évoqué, la personne n'a pas fait appel de la décision. Donc, si elle pense que vraiment elle a été condamnée à tort et qu'elle était dans le cadre de l'expression de ses opinions politiques, elle aurait dû faire appel. Et peut-être est-ce que la juridiction d'appel aurait accueilli ses arguments. Là, je pense c'est difficile de rejuger des cas d'espèce. Après, il y a des choses techniques. Bon, là, nous, ce qu'on nous a dit à ce moment-là aussi, c'est qu'il y avait des menaces qui avaient été proférées, mais qui n'étaient pas individualisées vis-à-vis d'une personne. Donc, on n'a pas pu avoir de plaignant particulier. Donc, on n'a pas pu retenir l'injure ou l'outrage à un fonctionnaire en particulier parce que on ne pouvait pas déterminer quel était le fonctionnaire qui avait été personnellement visé. Donc ça, c'est des choses techniques du cas d'espèce qu'a estimé le juge. Ce qu'on sait aussi, c'est que la personne qui a été condamnée avait déjà été condamnée pour des faits similaires en France, apparemment. Donc c'était quelqu'un qui était... Après, moi, je ne peux pas c'est une décision qui est devenue définitive, qui a l'autorité de la chose jugée. C'est délicat de la commenter. Mais ce qui m'étonne, c'est que dans le cas où cette personne estime que vraiment son droit a été violé, un droit fondamental a été violé, qu'elle n'ait pas fait appel. Et je peux vous dire que les avocats maintenant à Monaco connaissent votre pacte, connaissent la Convention européenne des droits de l'homme et ne se privent pas d'en user, je ne dirais pas d'en abuser, parce que c'est jamais trop dans ce cas, c'est toujours bien. Mais honnêtement, je pense que si cette personne pensait vraiment que son droit avait été à la liberté d'expression et d'opinion avait été violé, elle aurait dû faire appel, elle avait tous les moyens de le faire. Je vous remercie. Vous êtes revenu également sur la télésurveillance, qui peut paraître comme un abus et dans d'autres cas comme un garant de la sécurité qui est vécu, pour avoir vécu très longtemps à Monaco avant d'être en poste, comme une garantie de sécurité et pas comme quelque chose d'invasif. Mais là, je ne peux parler qu'en mon nom propre. Et je souhaite donner la parole au commissaire Lejuste en particulier pour expliquer comment cela fonctionne et comment les garanties, les libertés individuelles et le droit à la vie privée sont garantis dans le cadre de l'usage de cette vidéosurveillance. Merci Madame l'ambassadeur. Et pour rebondir sur vos propos liminaires, je voudrais viser l'ordonnance souveraine 765 qui définit le fonctionnement et l'organisation de la sûreté publique. Et parmi les missions fondamentales qui sont assignées à la police monégasque, il y a la surveillance du territoire dans le but d'y garantir une sécurité optimale. Pour y parvenir, nous disposons non seulement d'une présence policière très forte, un maillage policier assez dense dans tout le tissu urbain, mais également, pour renforcer cette présence policière, nous disposons d'un dispositif de vidéoprotection également qui couvre une bonne partie du territoire. Ce dispositif de vidéoprotection ne couvre, je vous rassure, uniquement la voie publique uniquement, puisqu'elle sert simplement à surveiller la voie publique, mais également à réguler le trafic de circulation routière. En ce qui concerne le contrôle de ce dispositif de vidéoprotection, je tiens à appeler votre attention sur le fait que les opérateurs radio et plus largement tous les fonctionnaires de police, au cours de leur formation tant initiale que continue,
dispose d'un module d'enseignement concernant l'éthique et la pratique policière. Module dans lequel il est rappelé l'obligation de réserve à laquelle est assujetti tout fonctionnaire de police et tout fonctionnaire en règle générale. Mais quand bien même, au-delà de ça, je rappelle que ces opérateurs radio ne sont jamais seuls au sein de notre PC de vidéo, qu'ils sont encadrés, et ces personnes peuvent faire également l'objet d'un contrôle a posteriori et un contrôle d'initiative, tant de la part des autorités judiciaires, que sont Monsieur le procureur général, que les autorités administratives, que sont Monsieur le conseiller de gouvernement pour l'intérieur, ou même la hiérarchie de la sûreté publique. Et sur les instructions de ces dernières, l'inspection générale des services de police, qui est la police des polices, peut également diligenter toute investigation dans le cadre soit de plainte ou même d'initiative, encore une fois. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Cessac, vous avez quelque chose à rajouter à ce sujet? Non. Ok. J'espère que nous avons répondu à vos questions, Monsieur Chany. Monsieur de Frouville, vous êtes revenu tout d'abord sur la question de la diffamation, en nous indiquant que ça vous paraissait décalé, voire même dangereux. Dans certains cas, je vais donner la parole à Monsieur Pardo pour vous répondre. Merci Madame l'ambassadeur. Oui, la question qui était posée plus précisément, je parle sous le contrôle de Monsieur Frouville, c'était de savoir si, outre l'incrimination spécifique d'outrage à la personne princière, il existait d'autres incriminations qui permettaient d'appréhender des outrages commis non pas à l'encontre de personnes publiques, non pas à l'encontre du chef de l'État, mais de particuliers, de simples particuliers, et quel était le rapport de proportion entre les quantums de peine. La question est régie par une loi qui a été évoquée dans le rapport, qui est la loi de 2005 sur la liberté d'expression publique. Aujourd'hui, est puni pénalement le fait d'injurier publiquement une personne avec un mécanisme de circonstances aggravantes selon les motivations contenues, selon les motivations de l'insulte, selon le support envisagé. Donc effectivement, le comportement d'offense à l'encontre d'un particulier est pénalement réprimé. Mais naturellement, l'aggravation du comportement en cause s'appuie sur ce qu'en droit francophone souvent on appelle les circonstances aggravantes personnelles, c'est-à-dire qui ont trait à la personne de la victime. Et insulter un particulier, c'est un certain niveau de peine. Insulter le dépositaire d'une autorité publique, fût-ce un magistrat, c'est un autre niveau de peine. Et insulter un chef de l'État, il y a une peine qui est légèrement qui est supérieure et qui y a trait à la personnalité du chef de l'État. Donc oui, les particuliers, dès lors qu'ils sont insultés, dès lors qu'ils sont injuriés, sont pénalement protégés. Mais l'aggravation et la prise en compte des circonstances personnelles de la commission de l'infraction font que l'outrage à la famille princière sont punis, j'allais dire naturellement, mais sont punis plus sévèrement que les particuliers. Encore que, et cela vous a été exposé, à l'appui de l'infime, de la très faible jurisprudence en la matière, il y a un gouffre, pour reprendre le terme qui a été employé, entre les peines encourues et les peines prononcées par les magistrats sur ce type d'incrimination. J'avais fait effectivement un résumé, extrêmement résumé de votre question. Concernant le bannissement, vous vouliez avoir un peu plus de détails. En particulier, vous avez évoqué peut-être une méconnaissance de la procédure parlementaire et pourquoi nous n'avons pas un texte spécifique. Alors, ça n'est peut-être pas la réponse en totalité, mais il faut que vous sachiez que nous avons un Conseil national qui est extrêmement réduit, un Parlement qui est extrêmement réduit, puisqu'il est à la taille de notre population, donc il est composé d'à peine plus de 25 membres, et que ce ne sont pas des professionnels.
Donc ce sont des gens qui ont des activités professionnelles tout autres, certains, et qui l'exercent réellement parce qu'il n'y a pas de rétribution, hormis une rétribution qui est totalement symbolique, donc qui ne leur permettent pas d'abandonner leurs fonctions pendant leur mandat. Ce qui, de facto aussi, peut entraîner une certaine lenteur, puisqu'ils sont peu nombreux et ne sont pas par ailleurs à plein temps parlementaires. Donc ça peut être une partie de la réponse, mais je vais laisser peut-être Madame Cessac ou Monsieur Pardo compléter. Oui, très brièvement, parce qu'il a été évoqué, a été repris le terme de problème concernant l'abrogation du bannissement. Puissions-nous encore préciser qu'il n'y a pas de problème de fond quant à l'abrogation du bannissement. Aucun, si ce n'est un problème de calendrier parlementaire, étant précisé en contrepoint de ce qui a été évoqué par Madame l'ambassadeur, c'est qu'à Monaco, pour différentes raisons, il n'existe pas, du point de vue de la pratique parlementaire, de procédure accélérée. Ce qui, on peut en convenir, serait pratique pour ce type de projet de loi. Nous n'avons pas de procédure accélérée, c'est-à-dire un projet de loi à article unique, comme un projet de loi de ratification, comme un projet de loi beaucoup plus conséquent, est enferré dans les mêmes délais. Il n'y a pas à ce jour de procédure qui permettrait d'écouler le flux parlementaire de manière un peu plus rapide. Si tel avait été le cas, la question aurait été solutionnée déjà, mais tel n'est pas le cas dans la procédure parlementaire à Monaco, en tout cas aujourd'hui. Et je dirais que nous sommes un peu dans la même situation concernant la CPI et la modification de la Constitution. Notre Constitution actuelle date du début des années 60. Elle n'a été modifiée qu'une fois depuis qu'elle a été adoptée. Et c'était fort récemment, puisque c'était en 2002, si je me souviens bien. Donc il est possible, là aussi, ce n'est pas de la mauvaise volonté de notre part ou quoi, ou qu'il n'y ait pas de réflexion en cours, ou que nous ne sachions pas quelles ont été les modifications constitutionnelles qui ont pu être apportées dans certains pays. Je pense à un qui est frontalier avec la France également, qui a fait ça. On connaît ce qui a pu être fait par ailleurs, on a étudié. Mais si cela devait arriver un jour, certainement cela arrivera dans le cadre d'une révision de la Constitution plus large, pour à peu près les mêmes raisons. Et comme nous l'avons dit hier, et je le répète encore aujourd'hui, nous sommes attachés à coopérer avec la CPI en tant que de besoin. Cela n'est pas une sorte de paravent derrière lequel nous cachons pour ne pas coopérer avec la Cour pénale internationale. Vous avez demandé aussi au niveau de la politique de coopération et une approche du développement de droits de l'homme, et en particulier par rapport au pacte. Notre coopération internationale, alors déjà nous n'avons pas une agence monégasque de coopération, c'est une des directions du département des relations extérieures qui le fait. Nous n'avons pas toujours le même problème, manque de ressources humaines, donc nous n'avons pas, comme certains pays, comme certains grands pays, des représentants sur le terrain. Donc lorsque ce sont des projets bilatéraux, très souvent nous sommes en partenariat avec des ONG par exemple, ou des structures locales, soit établissements publics, soit ça peut être parfois avec des gouvernements avec lesquels nous avons de la coopération, ou nous coopérons avec des organisations internationales, le Haut Commissariat aux droits de l'homme par exemple, mais aussi la plupart des organisations qui se trouvent à Genève, et plus particulièrement le HCR, le CICR ou l'OMS et l'ONU-SIDA. Au niveau de notre politique de coopération au sens large, que ce soit multi ou bi, c'est vrai que nos domaines principaux, je dirais, d'affectation relèvent peut-être plus du pacte sur les droits sociaux, économiques et culturels que sur ce pacte-ci, puisque notre domaine principal, où plus de 50% des fonds sont dévolus, sont santé sociale.
Donc là, on se place. Mais en même temps, c'est quelque chose qui participe de toute façon à une émancipation d'une certaine façon et donc à un renforcement du respect des droits de l'homme. Nous avons aussi tout un volet qui est consacré à l'éducation et surtout à l'accès à l'éducation. Et là, plus spécifiquement, en particulier, l'accès à l'éducation pour les filles. Donc là, oui, là, on touche véritablement parce qu'on sait très bien qu'à partir du moment où les filles peuvent aussi accéder à l'éducation et où on permet à tous, que ce soit filles ou garçons, de poursuivre leur éducation au-delà d'un certain âge, cela participe à une amélioration de la situation en matière des droits de l'homme et à une prise de conscience pour ces enfants de leurs droits et de leurs devoirs. Donc oui, mais ce n'est pas un volet, je dirais, spécifique de notre coopération, puisque, je vous l'ai dit, plus de 50% de nos fonds sont dédiés essentiellement à des interventions en matière sociale et santé, toujours à destination essentiellement des populations et en particulier des plus vulnérables, donc femmes, enfants et handicapés. J'espère avoir répondu à vos questions. Monsieur Moussa, malheureusement, je pense que nous avons été un peu lost in translation et donc nous n'avons pas très bien compris votre question. Si vous pouviez la répéter, parce qu'on s'est tous regardés, nous étions un peu perdus. Donc si vous pouviez, et si le président m'autorise à vous demander de répéter la question, nous sommes un peu perdus, désolé. Seigneur Moussa. Monsieur Moussa. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je sais que ma langue maternelle est le swahili. Et je sais que quelquefois, bon, déjà, ça n'est pas une langue des Nations Unies, je le déplore. Mais quelquefois, ça imprègne un peu aussi mon anglais. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez les noms des individus, des personnes qui ont été refoulées? Et qu'est-il advenu de ces personnes? D'où venait cette personne? De quel pays? Et est-ce que cette personne vit maintenant à Monaco? Qu'en est-il de ces personnes? Je pense que l'orateur veut parler du bannissement. Monsieur, si vous parlez du bannissement ou du refoulement? Refoulement. Refoulement. Vous comprendrez que en aucun cas nous ne donnerons ni les noms des personnes ni leurs âges ou aucun renseignement concernant spécifiquement les personnes qui ont pu être soumis à des mesures de refoulement. On peut probablement vous indiquer pourquoi, dans la plupart des cas, les personnes ont pu être refoulées dans les cas où il y a pu y en avoir, si on en a eu récemment. Mais certainement, on ne donnera aucun renseignement, avec la permission du président, concernant cela. Même nous n'avons pas ces renseignements et ça n'est pas diffusé dans la presse s'il peut y avoir des informations données sur des jugements en la matière. D'abord, je voulais donc préciser, le refoulement, ça n'est pas une mesure, ça n'est pas une peine, ça n'est pas prononcé par une juridiction, hein, c'est une mesure administrative. Et en fait, ce ne sont pas des personnes, enfin je parle sous le contrôle aussi du commissaire, mais ce ne sont pas des personnes qui étaient déjà établies à Monaco et qui sont expulsées de Monaco. Ce sont des gens qui ont fait des demandes pour venir, qui ont une demande de venir s'établir à Monaco et qui est refusée, ou bien qui ont été condamnés et à la suite d'une condamnation, il a été décidé administrativement de ne plus les autoriser à résider à Monaco. C'est une mesure administrative. Voilà.
Je ne sais pas si vous avez d'autres précisions. Moi, du coup, je n'ai pas de statistiques à vous donner parce que ça n'est pas des statistiques judiciaires pour nous. Oui, pour rebondir sur les propos de Madame Cessac, les mesures de refoulement donc, sont bien des actes administratifs individuels qui sont soumis à l'obligation de motivation, hein, comme tous ces types d'actes, et bien évidemment sont susceptibles de recours devant le tribunal suprême. En ce qui concerne les cas de ces mesures administratives, généralement elles sont motivées, enfin elles doivent être motivées en fait et en droit. Et généralement, ce sont des mesures administratives qui sont prises sur le fondement, effectivement, de condamnation pénale qui démontrent à l'évidence que, manifestement, la personne a un comportement de nature à troubler l'ordre public et surtout peut porter atteinte à la sécurité des personnes. Voilà. Et comme le dit Madame Cessac, ce sont des gens qui sont sans attache avec la principauté, naturellement. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Vardzelashvili, excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Vous nous avez posé une question concernant justement par rapport à la diffamation et si en fait on appliquait de la même façon les peines, ou tout au moins la loi s'applique-t-elle de la même façon si il y a diffamation ou s'il y a agression verbale face à un individu. Je pense que M. Pardo a répondu à votre question tout à l'heure. Vous souhaitez des compléments? Très bien. Je vous remercie. Monsieur Bouzid, vous nous avez demandé si nous avions des statistiques concernant les demandes de réfugiés et quelles sont les procédures qui sont faites pour examiner les cas. Alors déjà, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Par ailleurs, nous avons eu la chance jusqu'à ce jour qu'aucun bateau, par exemple, ne se retrouve en détresse dans nos eaux territoriales, ne parviennent jusqu'à nous. Et les demandes d'asile en principauté sont effectivement extrêmement rares. Je pense aussi que les potentiels demandeurs d'asile se rendent compte de l'exiguïté de notre territoire, du fait que nous avons aussi la plus forte densité de population au monde et que donc nous avons des capacités d'accueil qui sont réduites en termes spatial. Mais donc ça n'arrive, je n'ai pas de statistiques précises, mais je pense que ça doit être une fois tous les 4, 5, voire 10 ans que nous avons des demandes. Concernant la décision ou non, si nous avons des demandes, parfois nous n'avons pas les moyens pour faire les enquêtes administratives nécessaires. Donc là, avec l'assistance du HCR, mais aussi de l'OFPRA, hein, qui est l'Office français, il nous apporte une assistance administrative nous permettant donc d'obtenir des renseignements, et ensuite le gouvernement princier trancherait sur l'accueil ou non de ces demandeurs d'asile. Donc je dirais que c'est une procédure assez traditionnelle. Simplement, comme nous n'avons pas les moyens propres pour certaines recherches administratives, dans ces cas-là, nous coopérons bien entendu avec le bureau du HCR compétent pour nous, et donc par le biais d'une convention, c'est l'Office français qui peut nous apporter cette aide administrative. Madame Cleveland, vous nous avez posé en suivi de votre question d'hier, et vous nous demandez plus spécifiquement, si j'ai bien compris, si nous avions des réformes à envisager au niveau du système et du fonctionnement gouvernemental. À ma connaissance, non, mais peut-être certains d'entre nous en savent plus. Non, apparemment, nous ne savons pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien. Oui. Madame la chef de la délégation, est-ce qu'il manque quelque chose? Oui, je crois que j'ai oublié une dernière question. Oh, s'il vous plaît.
Pardon, monsieur, j'ai oublié votre question. Ah oui. Eh oui, il ne faut pas oublier, monsieur Setoul. Je suis absolument désolée. Et en plus, à ce moment-là, je n'étais pas tout à fait attentive, mais je pense que c'était par rapport au commissariat, c'est ça? Oui, je peux reprendre la question, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, vous avez un bureau de haut commissariat ou de ombudsman et vous avez une institution nationale. Hier, la question vous a été posée et je crois que M. Paude avait répondu qu'il fallait adresser la question au commissariat chez vous, au commissaire des droits de l'homme. Ma question, c'était, est-ce que c'était la politique de l'État monégasque de demander que votre institution, est-ce que c'est une institution nationale qui se conforme aux principes de Paris et que vous souhaiterez ainsi demander d'être reconnu par le CIC, le comité de coordination, ou est-ce que vous limiterez à ce que votre Haut Commissariat aux droits de l'homme soit une institution interne qui s'occupe des droits de l'homme? Parce que dans plusieurs pays, il y a une multiplicité des institutions très souvent. C'était ça ma question. Je vous remercie. Alors, concernant la multiplicité, et comme je pense que vous avez pu comprendre depuis hier, nous sommes tout petits. Là, je dirais que pratiquement, il y a un certain nombre de services à Monaco qui pratiquement ne tournent plus parce que les personnes sont ici. Donc, nous ne pouvons pas multiplier non plus les institutions de ce type. Donc, le Haut Commissariat va porter différentes casquettes. Et donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui. Il a été porté une grande attention au moment de l'établissement de l'ordonnance souveraine qui a conduit à la mise en place de ce Haut Commissariat, parce que les principes suivis soient ceux dits de Paris, qui en fait une institution nationale au même titre que celles qui peuvent exister par ailleurs et parfois sous forme multiple lorsque c'est possible. Concernant la possibilité que cette institution, si j'ai bien compris, là aussi, que cela devienne, donc qu'elle fasse partie du mécanisme de coordination et donc joue un rôle, je dirais, au plan international et travaille en coopération avec d'autres. Comme nous l'avons indiqué hier, l'institution est indépendante. Elle a été créée pour pouvoir se joindre à toute coopération et internationale. Ensuite, ça va être au haut commissaire à décider. Et comme nous l'avons indiqué, c'est quelque chose d'extrêmement récent. La personne qui a été nommée est en train, petit à petit, de se mettre en place. Donc, pour l'instant, je pense de privilégier les actions au niveau national. Donc, on verra par la suite si cette personne souhaitera faire coopérer donc au niveau international et faire partie du comité de coordination, venir assister à des réunions, en particulier ici à Genève et tout. Mais nous avons tout mis en place pour que, dans le cadre de son fonctionnement, cela puisse être possible. J'espère avoir bien répondu à votre question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que... Bien. Je pense que nous avons eu un très bon dialogue. Je vais donner la parole à la chef de délégation pour qu'elle puisse faire ses conclusions. Puis nous essaierons de clore la discussion. Madame, vous avez la parole. Je ne vais pas prendre énormément de temps. Je souhaitais d'abord tous vous remercier d'avoir été aussi attentifs à notre rapport et aux réponses que nous avons pu apporter et de l'intérêt que vous avez marqué vis-à-vis de mon pays. Bien entendu, nous sommes tout à fait prêts à poursuivre cette coopération avec vous et nous prendrons connaissance avec très grand intérêt de votre rapport, de vos recommandations, que bien entendu nous nous efforcerons de suivre dans la mesure de nos spécificités que nous avons essayé de partager avec vous
ou des contraintes qui peuvent exister en lien avec ces spécificités. Donc, au nom de mon pays, mais aussi de la délégation qui est venue là, je souhaitais vous remercier et à nouveau vous faire part de notre souhait de coopérer avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup. l'Estado... La principauté sait qu'elle a 48 heures pour nous donner des informations complémentaires par écrit. S'il y a des informations que vous jugez nécessaires, informations complémentaires que vous jugez nécessaires pour des points qui pourraient nécessiter plus d'informations. Je crois que le dialogue a été excellent. Nous avons pris bonne note des progrès faits au niveau des lois et des projets de loi et des projets présentés en général. Bien entendu, les projets ne sont pris en compte que comme des projets. Il faudra donc voir s'ils sont adoptés et mis en œuvre. Dans ce sens, le comité restera attentif à ce que dans les faits, les choses avancent dans le sens qui a été indiqué. Voilà, nous prenons aussi bonne note de ce qui a été dit par votre petite étoile de la délégation, Monsieur Pardo, hier, sur le fait que la ratification du protocole facultatif est programmée. C'est dans les tablettes, vous l'avez dit en public. Et nous suivrons de très près ce point à l'ordre du jour pour la principauté. Et bien entendu, ce que vous avez dit par rapport aux réserves. Le comité se trouve souvent face à de divers pays, avec de diverses situations, des diverses coutumes, des diverses habitudes, des diverses façons de faire, mais il faut essayer de revoir les choses et de mettre les dispositions internes en adéquation avec les instruments internationaux. Et l'invitation à revoir ces réserves et les déclarations interprétatives figureront sans aucun doute dans nos observations finales. Vous avez posé des questions sur la définition de la torture. On vous a posé des questions sur la définition de la torture. La chef de délégation nous a dit hier qu'elle pensait qu'il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais le comité contre la torture, le Conseil des droits de l'homme l'an dernier et nous-mêmes au cours du dialogue, enfin certains collègues au cours du dialogue, ont posé quelques préoccupations. Il faudra peut-être ici aussi revoir ceci. Tout ce qui est relatif aux procédures autour de l'avortement est un autre point important, afin que l'on puisse s'assurer finalement que les femmes qui désirent avoir accès à des services d'avortement au cas où l'avortement est autorisé, que ces femmes donc ne se voient pas bloquées dans leur prise de décision ou qu'elles ne subissent pas de traitement peu adapté à leur situation à cause d'une législation ou des normes. On a aussi posé des questions sur la liberté d'expression et au délit de diffamation. Et là-dessus, la délégation a beaucoup parlé des normes nationales, l'article 23 de la Constitution et les dispositions du Code pénal. Mais on n'a pas forcément fait référence à notre article 19, l'article 19 du pacte. Et hier, la délégation nous avait dit que le pays appliquait directement l'instrument international dans le plan national. Monsieur Chani a parlé de notre observation générale 34, notamment hier, et il faudra sans aucun doute revoir ceci au vu de notre observation générale numéro 34. Et vu que c'est un pays qui applique directement le droit international, eh bien vous n'avez peut-être pas pu nous dire exactement comment toutes les normes du pacte s'appliquent dans les tribunaux de Monaco. C'est quelque chose dont on a parlé hier pendant le dialogue. Et nous aimerions beaucoup avoir des informations là-dessus. Mais en tout cas, le dialogue a été vraiment constructif, de grande valeur.
Nous espérons que ça aura été d'une valeur pour la délégation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon voyage de retour. Ce n'est pas un très long voyage. Et je suis sûre que vous serez bientôt rentré dans votre capitale. Et je lève la séance. Et pour les membres du comité, nous passons en séance privée pour continuer nos travaux sur les communications. Mais en tout cas, nous levons la séance et nous donnons 10 minutes de pause. Merci.